Cascade en parachute avec une fusée. Le 1er octobre 1995, des spectateurs rassemblés aux chutes du Niagara ont assisté à ce qui devait être une cascade audacieuse au profit d'une œuvre caritative. Robert Overacker, un homme de 39 ans originaire de Camarillo, en Californie, avait prévu de traverser les impressionnantes chutes canadiennes du fer à cheval sur un jet ski et de déployer un parachute spécialement conçu, propulsé par une fusée, pour l'amener en toute sécurité dans les eaux tumultueuses en contrebas. Overacker n'était pas un cascadeur professionnel, mais il avait pratiqué des sauts plus petits et croyait que son équipement le sauverait de la chute de 55 mètres. Aux alentours de 12h35, Overacker a accéléré son jet ski jaune en direction du rideau d'eau grondant. Des témoins l'ont décrit comme calme, levant même les bras en signe de triomphe alors qu'il approchait du bord. Le jet ski a décollé au-dessus du rebord, entamant la chute mortelle. C'était le moment où son parachute à propulsion par fusée était censé se déployer et ralentir sa descente. La petite foule attendait avec impatience de voir s'épanouir la toile au-dessus de lui. Pendant une fraction de seconde, le parachute sembla sortir de son sac, mais quelque chose tournait à la catastrophe. La voile s'est bien déployée, mais s'est immédiatement détachée du harnais d'Overacker. Elle s'est envolée inutilement tandis qu'il continuait à tomber sans protection vers les eaux blanches et violentes en contrebas. La physique de sa chute était brutale et impitoyable. Son corps a accéléré dans l'air rempli de brume pendant environ 3 secondes avant de heurter le bassin tumultueux au pied des chutes. L'impact équivalait à s'écraser sur du béton depuis un immeuble de 18 étages. Overacker a disparu instantanément sous la surface. Des sauveteurs du bateau Maid of the Mist ont repêché son corps dans l'eau quelques minutes plus tard. Malgré des tentatives de réanimation immédiate, il ne montrait aucun signe de vie. Overacker a été déclaré mort à l'hôpital Greater Niagara General des suites de traumatismes massifs. Le parachute qui l'avait trahi fut retrouvé plus loin, flottant en aval, entièrement ouvert mais complètement détaché du harnais censé le maintenir à son corps. La cascade, qui devait sensibiliser à la question des sans-abri, s'était transformée en une tragédie publique. Tonneau en chaîne plus enclume. Le 11 juillet 1920, un barbier anglais de 58 ans, connu sous le nom de « le barbier démoniaque de Bedminster », devint la première personne à mourir en tentant de conquérir les chutes du Niagara dans un tonneau. Charles Stevens était venu de Bristol, en Angleterre, avec un plan simple et une embarcation rudimentaire. Contrairement aux casse-cou modernes qui utilisent un équipement sophistiqué, Stevens avait choisi un tonneau de whisky en chêne d'occasion qu'il avait renforcé avec des sangles de fer. Des témoins se souvinrent plus tard de sa confiance, alors qu'il se préparait à vivre ses derniers instants. La faille fatale dans le plan de Stevens résidait dans sa mauvaise compréhension de la physique. Pensant qu'il avait besoin de poids pour stabiliser sa descente, il fixa une enclume de forgeron pesant plus de 77 kg au fond du tonneau à l'aide de sangles en cuir. Il grimpa ensuite à l'intérieur et fit sceller le dessus par ses assistants. Ses pieds furent attachés à l'enclume, une décision qui allait s'avérer catastrophique. Sous les yeux des spectateurs rassemblés sur la rive, le tonneau fut remorqué jusqu'au milieu de la rivière puis relâché dans le courant. Le tonneau se dirigea rapidement vers les impressionnantes chutes Horseshoe. Lorsqu'il atteignit le bord, il resta un instant suspendu avant de plonger de 52 mètres dans le bassin en contrebas. L'impact avec l'eau fut d'une violence inimaginable. Le tonneau heurta avec une telle force que le fond se brisa immédiatement. L'enclume, toujours attachée au pied de Stephens, se comporta comme un projectile. Elle traversa le chêne et poursuivit sa descente, entraînant Stephens avec elle. La force fut si extrême que le corps de Stephens fut littéralement déchiré. Lorsque les restes brisés du tonneau furent récupérés plus tard dans la journée, les sauveteurs firent une macabre découverte. Tout ce qu'il restait de Charles Stephens était son bras droit, encore attaché au harnais qu'il portait. Le membre portait un tatouage distinctif où l'on pouvait lire « Ne m'oublie pas, Annie », un message à sa femme qui deviendrait son ultime héritage. Le reste de son corps ne fut jamais retrouvé, probablement déchiqueté par les courants violents ou piégé sous la gigantesque cascade. Funambule. Le 25 juin 1887, le corps d'une célébrité locale fut découvert sur la rive rocheuse de la rivière Niagara, sa tête tellement endommagée qu'elle était à peine reconnaissable. Stephen Pear était une figure emblématique de Niagara Falls, en Ontario, connu pour ses exploits audacieux consistant à traverser la gorge tumultueuse sur un fil mince suspendu bien au-dessus des eaux déchaînées. Juste 3 jours plus tôt, le 22 juin, il avait réussi à traverser la rivière Niagara sur un câble tendu entre 2 ponts, recevant les applaudissements des spectateurs et renforçant encore sa réputation. Pear avait appris cet art dangereux auprès du légendaire Blondin, qui avait traversé les chutes du Niagara sur un fil en 1859, un exploit resté célèbre. Comme son mentor, Pear se produisait sans filet de sécurité, comptant uniquement sur son équilibre, sa concentration et ses années d'entraînement. Chaque traversée était une danse calculée avec la mort, effectuée à des centaines de pieds au-dessus des rapides déchaînés. Mais malgré le risque extrême de sa profession, ce n'est pas une représentation programmée qui lui a coûté la vie. Selon des témoins qui l'ont vu cette nuit-là, Pear avait beaucoup bu dans les tavernes près des chutes.
À l'approche de minuit, il aurait annoncé aux autres buveurs qu'il traverserait son fil dans l'obscurité, un exploit bien plus dangereux que ses performances en plein jour. Les circonstances exactes de ces derniers instants n'ont jamais été observées. Les enquêteurs pensent qu'il avait tenté de grimper sur son fil dans l'obscurité, peut-être comme une démonstration spontanée de son talent. Sans préparation adéquate, probablement sous l'emprise de l'alcool, et sans la visibilité nécessaire pour une entreprise aussi dangereuse, Pierre a perdu l'équilibre. La chute fut d'environ 190 pieds jusqu'au rivage jonché de rochers en contrebas. Il aurait eu quelques secondes de conscience alors qu'il chutait dans l'air nocturne. L'impact lui a fracturé le crâne et brisé presque tous les os du corps. Sa tête a heurté les rochers acérés avec une telle force qu'elle a été broyée au point d'être méconnaissable. Au matin, lorsque son corps brisé fut découvert, seuls ses vêtements distinctifs permirent de l'identifier comme le célèbre funambule qui avait conquis la gorge quelques jours auparavant. Asphyxié dans son propre tonneau. Le 5 juillet 1930, alors que des milliers de personnes s'étaient rassemblées pour assister aux festivités de la fête de l'indépendance à Niagara Falls, George Statakis se préparait pour ce qu'il pensait être son moment de triomphe. Cet immigrant grec de 46 ans, philosophe autoproclamé originaire de Buffalo, avait dépensé toutes ses économies pour construire ce qu'il considérait comme le vaisseau parfait. Sa création était un énorme tonneau de 3 mètres de long, renforcé par des bandes d'acier et des couches de chêne, pesant plus d'1 tonne. À l'intérieur, il avait installé un rembourrage rudimentaire et une bonbonne d'oxygène censée fournir de l'air pendant 8 heures, bien plus qu'il ne pensait en avoir besoin. Statakis avait un compagnon inhabituel pour son aventure, sa tortue de compagnie nommée Sonny Boy, qu'il pensait lui porter chance. La tortue avait 150 ans, selon Statakis, qui voyait une signification symbolique dans le fait d'emmener cette créature ancestrale avec lui. Alors que les préparatifs finaux étaient en cours, Statakis grimpa à l'intérieur de l'énorme tonneau et s'y enferma. Les ouvriers peinèrent à déplacer l'engin encombrant jusqu'au courant au-dessus des chutes du fer à cheval. À 15h35, le tonneau entama son voyage vers la chute de 55 mètres. Des témoins l'ont décrit en train de tourner lentement alors qu'il approchait du bord. L'énorme récipient bascula par-dessus le rebord et disparut dans le fracas du mur d'eau. L'impact initial fut énorme, mais la structure du tonneau résista. Statakis avait survécu à la chute, mais ce n'était que le début de son calvaire. Au lieu de continuer en aval où les sauveteurs l'attendaient, le tonneau se retrouva piégé dans le tourbillon bouillonnant juste derrière le rideau des chutes. Là, il resta pris dans un cycle perpétuel d'immersion et de coups violents. Les bateaux de secours ne pouvaient pas s'approcher des courants dangereux. Les heures passèrent. À l'intérieur du tonneau, la réserve d'oxygène de Statakis s'épuisait progressivement. Pendant près de 22 heures, le tonneau est resté piégé, tournoyant dans le violent tourbillon. Lorsque les sauveteurs ont finalement pu récupérer l'embarcation le lendemain, Statakis était déjà mort asphyxié depuis longtemps. Son corps a été retrouvé tordu dans cet espace exigu, après une lente agonie due à une intoxication au dioxyde de carbone, son oxygène s'étant épuisé. Ironie du sort, sa tortue de compagnie, Sonny Boy, a été retrouvée vivante, seule survivante de cette chute tragique. La chose. Le 5 août 1951, une foule de plus de 5000 spectateurs s'était massée sur les rives de la rivière Niagara pour assister à une nouvelle tentative téméraire de la famille Hill. William Red Hill Jr., fils du légendaire homme de rivière William Red Hill Sr., qui avait effectué de nombreux sauvetages aux chutes, était sur le point de lancer son embarcation artisanale dans les rapides tumultueux. Contrairement à son père, qui respectait la puissance de l'eau, Hill Jr., âgé de 38 ans, avait construit une invention étrange et fragile qu'il appelait la chose. L'embarcation de fortune était composée de 13 chambres à air attachées ensemble avec de la toile et un filet de pêche, formant une plateforme instable sans aucune coque de protection. Elle ne ressemblait en rien au tonneau renforcé qu'avaient utilisé les casse-cou couronnés de succès. Les ingénieurs qui l'avaient vu avaient averti Hill que la conception était fatalement défectueuse, mais il a ignoré leurs mises en garde. Il s'était persuadé que la flexibilité des chambres à air absorberait mieux l'impact que des structures rigides. À 14h30, sous l'œil des caméras et les acclamations de la foule, Hill s'est élancé dans les rapides supérieurs, ne portant qu'un gilet de sauvetage et un casque de football pour se protéger. Le courant s'est immédiatement emparé de la chose, la faisant tournoyer violemment alors qu'elle entrait dans les grands rapides en amont des chutes. En quelques secondes, il est devenu évident que Hill s'était gravement trompé dans ses calculs. Les puissantes forces hydrauliques commencèrent à arracher les connexions entre les chambres à air. Des témoins ont décrit avoir vu Hill tenter désespérément de maintenir son embarcation alors qu'elle se désintégrait autour de lui.
Les chambres à air extérieur se sont détachées en premier, suivies de la bâche en toile. Avant même que la chose n'atteigne le bord des chutes, elle s'était complètement désintégrée. Il fut projeté dans les rapides impitoyables, son corps heurtant les rochers immergés alors qu'il était emporté vers le bord. Il disparut par-dessus les chutes du fer à cheval, serrant encore des fragments de chambres à air. 4 heures plus tard, les équipes de recherche retrouvèrent son corps près de l'embarcadère du Maid of the Mist. L'autopsie révéla l'ampleur horrible de ses blessures. Son crâne était fracturé, sa poitrine écrasée, et de larges parties de chair avaient été arrachées de la partie inférieure de son corps par les courants violents. L'immense entaille qui lui barrait le front montrait qu'il était probablement resté conscient pendant au moins une partie de son dernier voyage, conscient de l'échec catastrophique de sa création qui se désintégrait autour de lui. La chute fatale. Le 19 janvier 1985, l'Astrodome de Houston était plein à craquer avec 45 000 spectateurs venus assister à ce qui était présenté comme le coup d'éclat le plus spectaculaire de la décennie. Karel Souček, un cascadeur de 37 ans né en Tchécoslovaquie, était déjà célèbre pour avoir réussi à franchir les chutes du Niagara dans un tonneau quelques mois plus tôt. À présent, il comptait surpasser cet exploit avec quelque chose d'encore plus spectaculaire, une chute de 55 mètres depuis le toit de l'Astrodome dans un petit bassin d'eau en contrebas. Souček avait conçu un tonneau spécial en plastique et en métal, renforcé pour résister à un impact énorme. La capsule cylindrique était tapissée d'un rembourrage absorbant les chocs et équipée d'un harnais pour maintenir son corps pendant la chute. La cible était un bassin d'eau de seulement 2,75 m de profondeur et 3,60 m de diamètre. Des experts l'avaient averti que la marge d'erreur était trop faible, mais Souček avait confiance en ses calculs. À 21h15, alors que la foule attendait avec impatience, le tonneau de Souček fut hissé jusqu'au plafond de l'immense arène. Le plan était de le libérer à son signal, permettant ainsi une descente parfaitement verticale dans le bassin d'eau. Mais quelque chose a terriblement mal tourné. Le mécanisme de libération a mal fonctionné, faisant que le tonneau a heurté le rebord du bassin au lieu de tomber directement dans l'eau. L'impact fut dévastateur. Le tonneau a frappé sous un angle d'environ 45 degrés, puis a violemment rebondi sur le bord du bassin. Des témoins ont décrit avoir entendu un craquement écœurant qui a résonné dans toute l'arène. Lorsque les secours atteignirent le tonneau et l'ouvrirent de force, ils trouvèrent Souček encore conscient mais grièvement blessé. Du sang coulait de ses oreilles et de son nez, signe d'un traumatisme interne grave. Bien qu'il ait été transporté d'urgence à l'hôpital Bentaub, les blessures de Souček étaient trop graves pour que les médecins puissent les soigner. Son crâne était fracturé à plusieurs endroits, sa poitrine écrasée, et il souffrait d'une hémorragie interne massive. Souček était resté conscient assez longtemps pour demander aux ambulanciers s'il avait réussi sa cascade. 8 heures après la tentative ratée, Karel Souček a été déclaré mort. L'homme qui avait vaincu les chutes du Niagara a finalement été tué par une cascade qui était censée asseoir sa légende comme le plus grand casse-cou du monde. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, cliquez sur la vidéo à l'écran maintenant et n'oubliez pas de vous abonner.